Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission 4 vérités. Ici, nous avons l'obligation de tout dire, hein, tout ce qui s'est dit tout bas. Ici, nous avons l'obligation de les dire tout haut. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Norbert Yamba, lui qui est cadre de l'UDPS, un vrai panafricaniste qui est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être à côté de mes frères qui véritablement aujourd'hui dans ce pays sont censés avoir quelque chose à apporter pour la redéfinition de l'ordre national. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec monsieur Iber Kabasoubabo, lui qui est libre penseur, il est chercheur en gouvernologie, c'est un ancien gouverneur à l'époque des Kabila, il est là avec nous, monsieur Iber Kabasoubabo, soyez le bienvenu. Voilà. Également, à côté de vous, je suis avec Maître Steve Kivota, lui qui est de la Mouka, un haut cadre de la Mouka, cadre de Nouvel Élan, avec Adolphe Mouzitou. Maître Steve Kivota, soyez le bienvenu. Merci. Je commence directement avec vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important. La RDC face aux défis de développement, on en parle dans cette émission, mais cela ne va pas nous empêcher de décrypter l'actualité de la semaine, les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Mais la première question, Maître Steve Kivota, pensez-vous, avec ces nouveaux pouvoirs, la RDC peut penser être développée? Je dirais directement non, parce que les prémices amenant ces régimes au pouvoir sont déjà fausses. Déjà sur le plan politique, il manque du minimum, c'est-à-dire de la légitimité. Et pendant plus d'une année de pouvoir, nous avons constaté qu'ils n'ont pas de vision. Et le contexte international aidant, Covid-19 est arrivé, ça a encore mieux mis à nu leur incompétence notoire à résoudre le problème et du pays et du peuple. Je ne crois pas qu'ils peuvent amener le pays au développement, parce que déjà penser au développement, c'est un luxe. C'est qu'on pouvait attendre d'eux, ce n'est fils que de construire une économie nationale. Or, nous avions vu qu'ils se sont comportés en 2019 comme en 2020, comme la cigale, dans La cigale et la fourmi. Ils ont pris tout leur temps en train de chanter, et quand la crise est arrivée, ils ont cherché même à vouloir quémander auprès de la fourmi. La fourmi leur a dit tout simplement: qu'est-ce que vous faisiez pendant que les temps étaient bons? Eh bien, ils ont tout simplement dit qu'ils chantaient. Et maintenant, la fourmi leur a dit, il faut danser. Donc la fourmi, c'est la communauté internationale, c'est les FMI et la Banque mondiale qui nous a donné de miettes pendant qu'on est en pleine crise due au Covid-19. Ils ont donné comme appui à la balance de paiement qui a été reconverti par notre gouvernement en appui budgétaire 364 millions de dollars, ce qui est insignifiant.
dont le FMI et la Banque mondiale n'a donné que 46 millions de dollars. Et je vous rappelle que le FMI avait une enveloppe de 50 milliards de dollars, tandis que la Banque mondiale avait une enveloppe de 514 milliards de dollars. Donc sur 514 milliards de dollars, on donne à la RDC 46 milliards par la Banque mondiale, et sur 50 milliards de dollars, on donne à la RDC 364 millions de dollars. Donc ça montre qu'il n'y a aucune vision. Et d'ailleurs, dans l'entretemps, avec cette crise de Covid-19, au lieu de penser à un réel plan de relance économique, le Premier ministre s'amène avec une proposition de collectif budgétaire, une simple modification du budget de 2020, probablement une énième réduction du budget, parce qu'ils l'ont déjà réduit de 11 milliards à 5,5 milliards par un plan des trésoreries qu'ils ont dit que ce n'était pas le budget. Et maintenant, nous attendons peut-être probablement moins que 5,5 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de vision. Est-ce que le déplacement de Félix-Antoine Tshisekedi, ça n'a pas donné la santé à la diplomatie congolaise, ça n'a pas renoué les relations entre la RDC et d'autres pays? Tout ça, vous voyez que ça ne donne pas confiance à ce que ce nouveau gouvernement peut donner l'espoir aux Congolais. Non, en fait, je ne voudrais pas dire, comme un musicien l'a dit, que vérité... il y a qu'un ascenseur et plutôt un escalier, tandis que le Kouta, il y a qu'un ascenseur. Au fait, nous on le disait depuis très longtemps que le voyage de M. Félix Tshisekedi, c'était pour attiser de relations personnelles avec certains chefs d'État pour asseoir son pouvoir. C'était pas pour le besoin d'État. Et à l'époque, effectivement, M. Félix Tshisekedi nous a un peu fait rire en disant que ces voyages avaient aider le pays à avoir plus ou moins 1,5 milliard de dollars de la part de la Banque mondiale. Ce n'est jamais arrivé. Jusqu'aujourd'hui, les 1,5 milliard de dollars ne sont jamais arrivés. Un mensonge d'État. Je ne voudrais pas en arriver jusque-là. Je vous laisse effectivement la liberté. Donc, il a réduit le budget de 11 milliards à 5,5 milliards de dollars, et la part de recettes extérieures, on n'en parle jamais. Donc aujourd'hui, ils sont en train effectivement de quémander quelques fonds au niveau du FMI, qui n'a donné que 364 millions de dollars, et ils n'arrivent pas à respecter effectivement les engagements auprès du FMI. Merci. Ils recourent à la planche à billets chaque mois, malheureusement. Merci, monsieur Steph Kivuata. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka. Monsieur Hubert Kabassou Babou, vous êtes kabilologue. Félix a trouvé un pays, l'héritage que Kabila lui a laissé. Il a fait des voyages. Entendre Steph Kivuata, c'est comme si il n'y a rien ne va marcher avec votre coalition FCC-CACH. Ah ben, disons que, une fois de plus, merci. Je suis très, satisfait d'avoir comme débatteur M. Yamba Yamba, le panafricaniste, et M. Steve Kivuata. Mais voilà, quoi. Donc, quand on dit kabilologue, ça veut dire simplement que c'est une discursivité, une tentative d'offrir, de proposer un entendement plus logique, plus objectif de l'acteur politique, mais également de son accomplissement de manière symétrique. Ça veut dire de manière à voir les poussées qu'il a pu actionner, mais également les déficits et les contextualiser, tenter de les comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas à la fois de manière symétrique ce qui a été réalisé, les déficiences, vous ne savez pas à mesure de dire comment on peut envisager, déployer l'esprit dans le temps pour voir les possibilités du meilleur. Maintenant, écoutez, je me mets sur un rayon analytique qui est transcendantal, comme je dis à mon ami Yamba Yamba, lui le panafricanisme, moi les transcendantalistes, pour dire que je ne prends pas une optique politicienne. Et je me réserve de ne pas sombrer dans le négationnisme absolu. Parce qu'en gouvernologie, même les gouvernements dont on peut dire qu'il n'a pas réalisé les plus grandes prouesses, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Parce que, comme Yamba Yamba on parlait tout à l'heure, il y a un problème de logique formelle ici. Parce qu'une déficience n'est pas une absence. Voyez-vous? Vous pouvez avoir un homme qui est borgne ou un arbre qui n'a pas de fruits, mais ce n'est pas un non-arbre. Ça veut dire quoi? Le négationnisme absolu ici a tendance à créer des distorsions dans l'entendement, dans la cognition, dans le captage de la réalité politique. Et si nous avons une mauvaise cognition de la réalité politique, si nous avons une cognition négationniste, généralement, cela reflète un syndrome messianiste. Ça veut dire c'est nous qui sommes les seuls dépositaires du bien,
on n'est pas capable de voir le brin de bien de l'autre, même aussi ses déficiences, et c'est nous qui sommes seuls, je veux dire, dépositaires de ce qui est meilleur. Mais M. Steve Kivuata sur les concrets. Non, ça c'est superficiel. Non. Il a démontré. Non, je vous donne le préalable pour que vous puissiez faire une démarcation entre mon approche et son approche qui est très politique. Parce qu'il parle comme quelqu'un de l'opposition. Moi, je parle comme libre penseur. Même si j'ai une proximité politique avec les FCC. 3 minutes. Maintenant, la légitimité, comme politologue, la légitimité c'est quoi? La légitimité, c'est pas un concept légal, c'est un concept sociopolitique. La légitimité n'est rien d'autre que la qualité d'un pouvoir qui se conforme à l'ensemble des valeurs partagées dans un pays. C'est les valeurs de démocratie, de liberté, de justice, de bonnes élections, etc. etc. Aujourd'hui, les débats sur la légitimité de Tiens Tshisekedi, c'est un débat... Tshisekedi, c'est déjà dépassé. Oui, c'est déjà passé, c'est un combat d'arrière-garde. Maintenant, parlons concrètement de la problématique du développement. Développement de la RDC. Le régime de Kabila avait pour mission de réaliser les fondamentaux systémiques. Ça veut dire récomposer le patrimoine de production qui était abîmé, qui était dévasté par la zaïganisation, les pillages et les guerres. Donner l'équilibre macroéconomique, faire en sorte que la dette extérieure soit, je veux dire, épongée, réaliser la batterie de tous les programmes qui nous avaient été donnés par les institutions de Bretton Woods, les DSRP, les programmes économiques de développement, etc. Donc, nous avons réalisé, le régime de Kabila a réalisé les fondamentaux systémiques. Maintenant, nous sommes dans une phase où on devait normalement, d'après la planification stratégique du plan national stratégique de développement, on devait maintenant actionner l'accélération de la navigation vers l'émergence, parce qu'on est en phase pré-émergence. Le régime de Kabila nous a sorti dans la phase, si vous prenez l'échelle de Mo Ibrahim, même l'échelle de l'émergence de Népal, ou d'Antoine von Mael qui a inventé les concepts d'émergence. Nous sommes sortis de l'anté-émergence où il n'y avait pas d'économie du tout après la guerre. M. Kabila n'a pas eu le temps de faire fonctionner. Donc, ayant tous les fondamentaux, je pense qu'il y a eu quelques ratés, ça c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a eu rien, parce que il y a eu contraction, nous avons perdu, je crois, 1,8% de croissance, de 5,8 je crois à 4,6, il y a eu contraction, c'est vrai, mais cette contraction-là ne veut pas dire une incapacité, je veux dire, une sorte de condamnation à l'échec pour dire que non, les prémices sont mauvaises et nous sommes condamnés à ne rien faire à l'infécondité. Kabila a fait 18 ans, mais pendant 18 ans, on regarde le nombre d'années, pendant 18 ans, il pouvait faire quelque chose. Nous avons des pays voisins, quand même, ils sont en train d'émerger, d'aller de l'avant. Voilà pourquoi... On dit que vous, le tableau, Kabila n'a pas aidé les pays pour que nous puissions être sur la bonne voie. Vous ne m'avez pas suivi. Vous m'avez pas suivi. Kabila n'a pas trouvé d'économie, si je ne vais pas me contredire, puisque son mentor, Mouzito, était ministre de Premier ministre. Kabila n'a pas trouvé d'économie du tout. Il n'a pas trouvé de patrimoine de production. C'est simple à comprendre. Il n'y avait plus de macroéconomie. Même l'économie classique, ça veut dire la production, les transactions, ça n'existait plus. Même les investissements intérieurs, ça n'existait plus. Donc, avec les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, y compris la contribution de Mouzito, sous le leadership duquel on a pu éponger la dette extérieure, je veux dire, les systèmes macroéconomiques a été récomposé, tous les équilibres ont été récomposés, jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi. Les systèmes macroéconomiques, les fondamentaux ont existé. Maintenant, le problème, c'est l'accélération. Parce qu'on a amené dans l'anté-émergence, ça veut dire en dessous de l'émergence, on a amené vers la pré-émergence. D'ailleurs, les plans nationaux stratégiques de développement prévoyaient déjà, je crois, vers le 2020-2021 ici, qu'on puisse déjà moderniser, accélérer la modernisation de l'agriculture et la diversification pour pouvoir être en train de cheminer déjà vers l'émergence en 2030. Mais évidemment, les calculs, les projections sont, je veux dire aujourd'hui, sont difficiles à réaliser. Merci. Il faut ajouter encore 2 ans. Merci. Monsieur Norbert Yamba, je rappelle ici que vous êtes cadre de l'UDPS, un vrai panafricaniste, vous êtes du cash. Entendre Steve Kivuata, entendre M. Hubert Kabasoubabou, il y a quand même quelque chose, selon M. Hubert Kabasoubabou, qui a été fait pour que le pays soit sur les rails de développement. Pensez-vous que vous pouvez faire mieux pour que le Congolais se retrouve? Merci beaucoup. Moi, je crie
qu'on devrait prendre une certaine élévation et faire un effort dans les sens que le pays est très malade, le pays est en train de traverser une zone de turbulence et que nous avons 3 intelligences qui peuvent véritablement construire une sorte de synergie gagnante et qu'en dépit de ces intelligences, on fait quoi pour avancer? Là, on est en train d'entrer dans un débat d'étiquette politicienne et on risque vraiment d'être enfermé dans cette logique pour ne pas faire valoir les grandes idées qui permettent à notre pays de décoller. Quand cela ne tienne, je voudrais commencer par apaiser Steve Kimwata pour dire que le débat sur la légitimité, je ne reviens pas sur l'approche nationale qui a été bien expliquée par Kabassou Babou, etc. Ce débat sur la légitimité, ce débat sur l'ancrage des dirigeants, c'est un débat dépassé parce qu'il y a des outils qui montrent que tel a la légitimité, tel n'en a pas. Aujourd'hui, nous avons des institutions de la République agréées par des institutions attitrées, etc. Et donc, ce débat est démodé, ce débat est dépassé, ce débat est essoufflé. Il faudrait qu'ils rentrent dans leur garage pour se ressourcer et chercher d'autres thématiques qui permettent véritablement de faire avancer les choses. Donc, cette musique, elle est déjà connue? C'est connu. Okay. Et ça devient honteux d'en en parler, surtout pour un gars aussi intelligent, etc., qui vient sur une question dont les gens estiment que bon, c'est un discours qu'ils vont depuis entendre parler. Ok, et deuxième chose, j'ai entendu des notions importantes aussi, hein, la notion de développement, la notion d'émergence. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut vraiment faire beaucoup d'attention. Vous posez la question de dire... Est-ce qu'avec le gouvernement actuel, on peut être développé? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Développement, ça veut dire quoi? Développement, ça veut dire quoi? Et après combien de temps un pays peut être développé? Mais c'est tout un processus. Il faut poser des jalons. Mais Kabila l'a fait en tant que Kabassou Babou. Il vous a laissé un pays sur les rails. Il faut faire beaucoup d'attention. Kabila est parti sur un paradigme qui relève de la vision et du modèle occidental. Cette vision qui a une rentabilité externe, ça veut dire que tout ce que nous avons comme potentialité, comme richesse naturelle, etc., exploité par des investisseurs étrangers et ramené à l'état brut à l'étranger. Et c'est là que ces richesses sont transformées. Et c'est là, à l'étranger, que les emplois sont créés. Et c'est là, à l'étranger, que les richesses sont produites. Et en face de chez nous, nous qui avons nos propres potentialités, etc., nous n'avons rien. Et raison pour laquelle vous avez vu qu'on est resté dans la proportion, même si Steve, à un moment donné, vraiment va se valoriser avec les efforts qui ont été faits par Adolphe Muzito, semble-t-il, à 3 milliards. Et vous savez que 3 milliards pour une population de 80 millions, ça ne représente rien. C'est même pas une performance, parce que là, il faut poser la question sur les nombres d'entreprises transformationnelles. Rien du tout, je vous en prie. Toute la gestion de Muzito. Le développement ne peut pas s'acquérir comme ça. Okay. Il existe beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Nous avons connu des agressions dans ce pays. On appelle ça, lorsque vous analysez, n'est-ce pas, les éléments de la manquémologie, qui est une nouvelle discipline, qui parle des séquelles, des traces que nous avons subies avec les différents systèmes qui se sont succédés. Il me semble qu'il y a beaucoup d'états, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup d'impacts. Et c'est pas si facile de sortir de ces impacts. Il faut construire une nouvelle dynamique. Et alors, maintenant, parce que vous posez la question si le pouvoir actuel est capable de pouvoir relever le défi, moi je dis oui, on est capable de relever le défi. Simplement parce que Kabassou a dit quelque chose de grande importance lorsqu'il a dit qu'il faut éviter des raisonnements radicalisés pour dire que rien n'a été fait et tout a été fait. Lui aussi, il est tombé dans ce même radicalisme en disant, et voilà, donc Kabila est arrivé ici, il n'a rien trouvé. Et lorsque vous regardez les indicateurs... Kabila a trouvé un non-pays sur le plan économique, sur le plan des sociétés, donc il n'y avait rien. Kabila commence à reconstruire ces pays, selon Kabassou Babou. Faites attention, il y a eu des entités
et les différentes entités fonctionnelles, certes, il a réussi à les réunir avec la volonté volontariste de l'ensemble des acteurs politiques, mais là n'est pas le débat. Le vrai débat de se dire qu'est-ce que nous devons faire pour créer des richesses et répartir ces richesses convenablement au travers tous les Congolais. Vous êtes plaintif, je vous ai posé la question. Alors maintenant, vous n'avancez pas. Non, je suis en train d'avancer. Une minute. Je suis en train d'avancer pour vous dire que le pouvoir actuel a mis en place des stratégies qui relèvent d'un paradigme fondamentalement congolais qui porte sur la rentabilité interne. Le président de la République, je n'aime jamais parler de ces choses, mais il y a quand même des stratégies qui ont été mises en place. Vous avez suivi le système des zones industrielles ou zones économiques. Vous avez suivi le système qu'aujourd'hui, parce qu'on a trop parlé des voyages du président de la République, il faut voir les investisseurs à travers le monde. Nous avons besoin de créer nos propres richesses, pas des richesses qui doivent être transformées ailleurs, mais des richesses qui doivent être extraites, et transformées, commercialisées dans notre pays. Eh bien, il faut discuter avec les investisseurs potentiels. Et ces investisseurs se trouvent en Europe, se trouvent aux États-Unis. Il faut discuter avec les voisins qui font des randonnées, parfois frauduleuses, etc. Et donc, toutes ces discussions, c'est dans le sens de faire comprendre de la vision. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de vision. Excusez, vous pouvez me prendre 30 secondes. Et donc, la vision, c'est laquelle? C'est de dire, en fait, que maintenant, plus que jamais, nous invitons tout ce qui peut, aujourd'hui, travailler dans notre pays pour extraire nos richesses, mais les transformer ici, les commercialiser ici. Ça nous donne des richesses additionnelles, et ces richesses additionnelles vont justement nous aider à faire des allocations rationnelles. Merci, M. Norbert Yamba. Je vais revenir vers vous, M. Steph Kivata. Vous avez quand même écouté. Yamba dit que ce pouvoir en place a mis des stratégies en place pour que le pays se développe. Il ne faut pas rester trop nostalgique. Quand même, le pays est en train d'aller un peu de l'avant. Non, en fait, c'est malheureux. Je suis face à deux intelligences. Vous sentez que ce sont des gens intelligents et pertinents. Non, Steve, va droit dans l'argument. Quand on parle il est protégé par moi, M. Kabasoubabou. Évoluez. On parle chiffres. Donc vous sentez qu'il nage tantôt dans la philosophie, tantôt dans la littérature. Et M. Norbert Yamba sort pratiquement ses propres recettes du laboratoire. Il sait bien que ce n'est pas utilisé par M. Félix Tshisekedi. J'ai failli effectivement rire quand il parlait de transformation locale de matières premières. Je sais bien qu'il a le chiffre que même les sociétés minières actuellement d'extraction n'ont pas suffisamment d'énergie électrique, ne fût-ce que pour extraire de matières premières. Et où voulez-vous effectivement que les industries de transformation de matières premières obtiennent de l'énergie électrique? Il faut poser les jalons. Parce que, oui, il faut poser les jalons, mais il faut investir. Vous avez eu 5 ans pour le faire. Monsieur Mbemba, il est protégé par moi. Vous aurez votre temps de parler. Quand même. Voilà, évoluez, monsieur Steve Kivata. Vous avez 3 minutes. Parce que, selon les informations, même la SICOMI n'est pas installée, faute d'électricité. Et la SICOMI, normalement, devait nous ramener 2 milliards de dollars parce qu'on n'a obtenu qu'1 milliard de dollars de partenaires chinois. Parlons concret, ne nageons pas dans la philosophie et dans la littérature. Aidez-nous. Il n'y a aucune vision de M. Félix Tshisekedi pour transformer ce pays. Un gouvernement sans vision, ben oui. C'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'on parle chiffres ici. Aidez-nous avec les chiffres. M. Ilunga Ilukamba nous a amené un programme littéraire. Et le seul budget qu'il nous a présenté, il l'a réduit de moitié. Et maintenant, ils veulent nous proposer un autre collectif budgétaire, réduisant encore ces budgets. D'ailleurs, nous, on lui a dit, avec ces Covid-19, vous devez nous amener un programme et non pas un collectif budgétaire qui n'a que de durée, comme durée 6 mois. Parce que tout simplement, effectivement, nous n'avons pas d'horizon clair. Et quand les Congolais n'ont pas d'horizon clair, ça veut dire que même la population et surtout les entrepreneurs n'ont pas d'horizon clair. Où allons-nous? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent se cacher derrière Covid-19. Or, la RDC donne l'image un peu d'un malade qui souffrait de l'asthme avant de souffrir du Covid-19. C'est-à-dire... Donc la situation était déjà pire. Était déjà catastrophique, parce que je vous dis que c'était 500 millions de dollars de déficit. Même le projet 100 jours. En 2019. Vous n'avez rien vu. Non, laissez-moi effectivement... Évoluer. 500 millions de dollars de déficit budgétaire en 2019. Et en 2020, c'est 100 millions de dollars de déficit budgétaire chaque mois.
Et il recourait à la planche à billets. D'ailleurs, les FMI est venu ici pour taper sur le gouvernement, pour dire finalement, vous ne savez pas respecter vos engagements. Et le programme formel qui devait signer a été pratiquement renvoyé au calendrier grec. C'est pour cet objectif, c'est pour cette frappe du FMI qu'ils ont dû réduire le budget à 5,5 milliards de dollars. Maintenant, ils nous disent qu'ils doivent encore réduire avec le Covid-19. Quel horizon? Parce que nous, on leur a dit, il faut tout un programme. Parce que le programme, ça suppose de nouvelles réformes, ça suppose de nouveaux engagements, et des engagements qui doivent aller au-delà de finances publiques. Ça doit toucher l'économie publique d'abord, avec les entreprises publiques, SNEL, Régie des eaux, SNEL, d'ailleurs, SNEL, Régie des eaux, Natra et autres. L'État est le plus grand débiteur de ces sociétés. Ça doit toucher l'économie privée, parce que finalement, il y a un ralentissement de l'économie voulu, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, des agents économiques dont on a demandé de ne plus produire, les terrasses, les restaurants, etc., etc. Mais il y a d'autres agents économiques beaucoup plus forts, par exemple dans le secteur minier, qui ne produisent plus de la même façon du fait du Covid-19, parce que le plus grand consommateur, la Chine, les États-Unis, ne consomment plus les matières premières comme voulu. Pendant que nous souffrons même du secteur extractif de matières premières, M. Nambayaba nous transporte dans la transformation de matières premières. Vous vendez le vent en produits manufacturés. Il vend le vent. Il sait que ce qu'il dit, c'est pas sérieux, et que M. Félix Tshisekedi n'a même pas ça dans son programme. Lui-même, M. Félix Tshisekedi est actuellement dévoyé, désorienté, parce qu'il a promis aux Congolais 12 milliards de dollars de budget en 2019 et 15 milliards de dollars en 2020. Il ne sait même pas où il se trouve, parce qu'il a promis 25% de croissance économique et 25% de pression fiscale. Il en est de très loin moins que ça. Au fait, débattre même de la vision de M. Félix Tshisekedi sur la transformation. Est-ce que vous connaissez sa vision? Parce que Nambayaba dit qu'il y a une vision. Non, c'est une absence totale de vision. Nous naviguons à vue. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous ne savons pas si M. Ilunga Ilukamba, dans le collectif budgétaire qu'il va présenter, va-t-il réduire le budget de 11 milliards ou va-t-il réduire le plan de trésorerie de 5,5 milliards? Nous sommes complètement désorientés. Voilà, c'est un luxe, effectivement, que de parler d'une vision économique de M. Ilunga Ilukamba et de M. Félix. Merci. C'est vraiment un luxe. C'est même exécrable. Voilà, merci. M. Hubert Kabassoubabo, entendre M. Steve Kivata, le gouvernement est en train de se chercher. Alors, est-il possible, avec ces gouvernements, vous êtes quand même libre penseur, qu'on peut espérer un développement? Parce qu'apparemment, il y a des trous partout. Mais écoutez, je pense que M. Nambayaba a formulé une remarque qui mérite d'être prise en compte, qui me semble pertinente. On ne peut pas parler de développement comme s'il peut se décréter. On revient tout le... Enfin, je veux dire, les intellectuels qui ont une connaissance plus ou moins approfondie des problèmes ou des questions de développement savent que, je veux dire, le référentiel Dunkard, Whitman, Rostow parle de développement comme étant processuel. Et donc, dans un pays comme celui-ci, on ne peut pas parler de développement à vue ou à court terme ou à moyen terme. C'est pourquoi, justement, Anton von Atmail et les autres experts de politique publique économique, quand on a fait prévaloir la notion ou les concepts d'émergence, c'est dire que c'est un horizon intermédiaire. Parce que le développement, c'est à long terme, 50, d'autres ont pris un siècle, d'autres pays ont pris 30 ans. Mais comme la Chine a peut-être 40 ans ou 50 ans. Et donc c'est un horizon éloigné. Et donc entre maintenant et cet horizon-là, il y a un horizon intermédiaire qu'on appelle... Pourquoi ça m'avait parlé d'ici 2030? Non, 2030 c'est l'émergence. On doit aller vers le plan national stratégique de développement, c'est une vision nationale. C'est un outil national républicain de planification stratégique. Moi, j'ai été parmi les gens qui ont conçu la note, je dis conceptuelle, pour les séminaires des gouverneurs. L'idée, vous savez, la rationalité de ces séminaires, c'était que le président de la République articule, expose sa vision, ou je veux dire les piliers de sa vision aux gouverneurs avant que ceux-ci n'aillent en province pour formuler leur programme de gouvernement. Et Tshisekedi là-bas, il a articulé sa vision en lui donnant 4 piliers. Si je me rappelle très bien, il a parlé du développement économique accéléré, développement économique inclusif, croissance économique inclusive accélérée, parce que c'est ça les déficits
qu'on a reproché aussi au gouvernement, au régime de Kabila, parce qu'il y a eu croissance soutenue, mais qui n'était pas très inclusif. D'ailleurs, c'est une carence de la croissance dans la plupart des pays, je vais dire, l'Afrique subsaharienne. La croissance, mais quand vous regardez par exemple les PIB per capita ou les PNB per capita, ils ne suivent pas la courbe de la croissance. Et donc, lors de ce séminaire-là, Félix Tshisekedi a dit un de ses piliers, c'est devant tout le monde, un de ses piliers, c'est pour corriger, ne fût que sur le plan conceptuel, c'est une croissance inclusive accélérée. Voilà, il a parlé également de la transformation de l'homme, je crois, la bonne gouvernance. Il a donné 4 piliers et puis il a donné, je crois, il avait 17 ou 18 objectifs. Maintenant, il a énoncé, oui, maintenant le problème c'est comment opérationnaliser tout ça. En fait, les séminaires devaient aboutir à ça. Donc, la vision existe bel et bien. La vision nationale existe, le plan national stratégique de développement, c'est un outil qui trace une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais Ilunga Kamba se cherche en tant que... Non, mais Ilunga Kamba se cherche, ça c'est autre chose. C'est Ilunga Kamba, il se cherche, bon, ça c'est un autre débat. Nous voulons les développements. Mais c'est lui le premier ministre. Non, ça c'est un autre débat, parce que là, il faudra maintenant rentrer dans le programme de gouvernement d'Ilunga Kamba, l'évaluer, etc. Maintenant, ici, on parle des défis de développement. Et quand on parle de défis de développement, si on a un minimum d'intellectualité substantielle, qui a de la pénétration sur la matière, on sait que le développement, c'est pas demain, c'est pas maintenant. Il serait aberrant de parler de développement, dire que est-ce que Félix peut développer les pays, parce que, à la rigueur, s'il a deux mandats, c'est jusqu'en 2028. Mais il faut qu'il y ait des signes quand même. Les signes, mais attendez, mais je termine. Ok, laissez que je termine. Okay. Maintenant, c'était pour dire, est-ce qu'il a une vision ou il n'en a pas. Vous confirmez qu'il a une vision. Il a une vision, puisqu'il a articulé devant tout le monde. Voilà. C'est cette vision-là, et d'ailleurs, je me rappelle quand on travaillait, l'idée c'était justement, je me rappelle que le débat c'était qu'il faut que le président, parce que quand vous savez, gouvernologie, quand vous êtes dans votre parti politique, vous avez votre projet de société, c'est autre chose, parce que vous ne savez pas les réalités internes du management de l'État, les contraintes, etc., parce que vous êtes à l'extérieur. Même quand vous partez du projet de société, de votre programme électoral, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous allez entrer là-bas, vous devez réajuster. C'est ainsi qu'on avait fait ces séminaires-là pour que le président réajuste sa vision par rapport aux outils de planification stratégique nationale qui existent. Les réalités en place. Donc, il y a une vision. Ça, c'est un. De deux, M. Yamaya va parler d'un paradigme occidental. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ce n'est pas un fait nouveau. Depuis déjà les années 60 jusqu'à quand Kabila est arrivé, même dans d'autres pays africains, la problématique, c'est la même. On dit que les économies africaines sont l'une de leurs fragilités et leur vulnérabilité, c'est le fait que c'est des économies de la première strate qui sont tournées vers l'extraction et l'exportation des produits, des matières premières brutes. Mais rappelez-vous, et ça c'est d'une véracité tout à fait granitique, d'une historicité tout à fait indubitable, que quand il y a eu le boom minier, les miniers sortaient les minéraux bruts. Comme on dit en Swahili, Tukuna, on met dans les fils, on part. À l'époque de Moïse Katumbi, rappelez-vous, Moïse Katumbi, et je pense que c'est à l'époque de Mozito, Moïse Katumbi, avec le gouvernement central, ont insisté, plus question de sortir les minéraux bruts. Il faut un minimum de processing. C'est à cette époque-là que le mot processing a fait beaucoup de buzz à Lubumbashi. Et d'ailleurs, lui qui parle d'électricité, c'est à cause de ça qu'il y a eu maintenant un déficit d'électricité. Parce qu'avant qu'on fasse le processing, parce que le processing des minéraux bruts nécessite beaucoup d'électricité. Avant qu'on fasse le processing, c'est le Congo qui vendait l'électricité à la Zambie. Maintenant, quand on a commencé à faire le processing, là on est passé, je crois, d'une production peut-être de 700 ou 700 tonnes. On est arrivé à plus de 1 million de tonnes, c'est 3 fois la production, l'apothéose de la production à l'époque de Mobutu. Donc on est arrivé à plus de 1 million 200 ou 100 000 tonnes, ça nécessitait beaucoup d'électricité. C'est comme ça que le Congo maintenant est en train d'importer l'électricité. Mais ce déficit est en train d'être comblé parce qu'on a construit un grand barrage à Kolwezi où il y a la plus grande production de minéraux. Donc mon frère Steve peut se calmer en ce qui concerne cette problématique-là. Maintenant, quelles sont les solutions? C'est vrai qu'il y a eu contraction. Ça, nous devons l'admettre. Mais pas comme une fatalité, pas comme une condamnation. Il y a eu contraction de l'économie, plutôt plus ou moins 1,8%. On est parti, je le dis, de 5,8, je crois 4,6. Il y a eu contraction. Et il y a eu des ratés. En premier lieu, on peut citer, je pense qu'il y a eu cette contradiction de la thèse de la bonne gouvernance, mais quand on est arrivé dans l'effervescence de la coalition, etc., il y a un gouvernement éléphantesque, etc., alors que ce gouvernement, aujourd'hui, tout le monde démontre avec les Covid ici, il faut réduire ce gouvernement même à 30 postes
pour avoir, et juste éponger les déficits, et avoir même des, je veux dire, des savings, je veux dire, épargner même 50 millions de dollars par mois. Tout le monde en parle. C'est nécessaire, il faut le faire même demain. C'est facile à faire, parce que si vous voulez donner du boulot aux amis, etc., vous pouvez faire un gouvernement de 30 personnes, et vous faites des rotations, peut-être chaque 2 ans. Ça permet aux gens qui veulent être ministres d'être, mais au nom de la coalition, tout le monde devait être quand même satisfait. Hein. Non, tout le monde peut être satisfait, mais à des époques différentes. Maintenant, en termes de prescription, nous n'allons pas nous éterniser sur les déficiences. Il faut être dialectique pour dire thèse, antithèse, maintenant la synthèse. Moi, je pense que, comme Yambayam a parlé de la problématique de la transformation, à mon avis, surtout avec les Covid ici, où tout le monde parle du souverainisme économique, de la promotion de la production intérieure, la transformation, généralement, tout le monde qui en parle en termes d'économie classique, la transformation, c'est quoi? Quand on parle généralement en termes de globalisation, c'est transformer, par exemple, le cuivre, ou le cobalt, ou le coltan, ou le pyrochlore qui a l'éniobium, ou le coltan qui a l'éniobium. Parce qu'en fait, le coltan, c'est 2 mots. C'est colombite et tantalite. Colombite, là, c'est l'autre appellation de l'éniobium. Maintenant, si vous voulez transformer ça, votre économie n'est pas encore suffisamment développée pour pouvoir utiliser les produits finis de nobium ou de cuivre ou de cobalt. Ça sera toujours pour l'extérieur. Ça veut dire que vous serez toujours une économie extravertie. Il faut plutôt avoir ailleurs, on parle plutôt de la densification et de la bénéficiation. Ça veut dire quoi? Il faut promouvoir les industries intérieures là où il existe déjà une grande demande et où on n'a pas besoin de faire des grandes études de faisabilité, où les unités peuvent être construites aujourd'hui, et Redema, il existe une... Je vais donner un exemple. La densification, par exemple, avec les cimenteries. On ne peut pas comprendre, par exemple, dans les Kasaï, toute la province, toute la région du Grand Kasaï, il n'y a pas de cimenterie. Voyez-vous? Sucrière. Toute la région du Grand Kasaï, il n'y a pas une sucrière. Pourtant, il y a une énorme demande. Voyez-vous? Et donc, il faut procéder aujourd'hui par la densification, il faut procéder aujourd'hui par la bénéficiation, notamment avec l'or. C'est ça que Steve a dit, que la vision du chef de l'État n'était pas suffisamment habillée. Non, quand on parle de la croissance inclusive et accélérée, ça c'est, je veux dire, c'est une formule générique, mais ce sont les techniciens qui doivent opérationnaliser. Merci. Non, je voulais chuter par ceci. Voilà. Je pense que Steve doit faire. Juste 30 secondes. Voilà, je pourrais vous donner mes 30 secondes, ne vous en faites pas. Voilà. Ne soyez pas d'anxiété. 30 secondes. Il faut nuancer les choses. Il faut nuancer les choses. Le programme actualisé ou le programme pour répondre aux effets de la récession qui s'annonce, ce n'est pas comme un impératif légal. C'est écrit nulle part. C'est quelque chose qui doit être fait par rationalité. Par contre, les collectifs budgétaires, c'est impératif. Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser un budget, vous êtes obligé de rentrer chez l'autorité budgétaire. Merci, je vais revenir vers vous. Monsieur Norbert Yambayamba, vous représentez le pouvoir ici, l'UDPS, vous avez fait 38 ans à l'opposition, apparemment au sommet de l'État, vous apprenez tout, hein? Vous êtes en train de s'agiter, tout ce que vous touchez, il n'y a pas de résultats. Steve Kivuat a dit, vous n'avez pas assez de vision. Les chefs de l'État, 2020, l'année de l'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'appréciation et de considérations positives. Mais il arrive des fois où il me déçoit. Ok. Il fait bien le diagnostic. Il donne bien des chiffres, hein? Il sait bien parler comme juriste, etc. En faisant une sorte de photographie superficielle. Et puis il s'arrête là. Et il commence à faire le populisme, donner l'impression qu'il est en train de dire des choses sérieuses, et pourtant il est dans les futilités. Et lorsqu'il tire une conclusion non concluante pour dire « vous n'avez pas de vision ». Et c'est lui-même qui m'a dit autrefois qu'il a lu le programme, etc. Et ce programme a une cohérence mathématique. Je suis vraiment désolé que nous puissions avoir une telle élite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais revenir sur ce que je disais. Ok. Quand je parle de développement, il faut nuancer cette notion. Tous les sens du développement et les contenus du développement dont nous parlons, il est un paradigme occidental, j'insiste. Et le paradigme occidental est à rentabilité externe. Ça veut dire, si le paradigme occidental, qui du reste est pour nous le modèle de développement, c'est que nous ne serons jamais développés si nous ne changeons pas de paradigme. C'est comme ça que quelqu'un comme Kizerbo disait, celui qui dort sur la natte d'autrui
dort par terre. Il faut inventer un système qui nous permette de consolider notre pensée autonome et d'égaliser avec le paradigme occidental. Tant qu'on restera dans le paradigme occidental, où toutes nos richesses seront exploitées, transformées ailleurs, produire des emplois ailleurs, produire des richesses ailleurs, on n'ira nulle part, on va toujours nager. Même 10 milliards, ça ne suffirait pas. Troisième chose, il faut faire attention avec la notion d'émergence. Cette notion d'émergence est sortie dans le laboratoire occidental. Qui voulait, comme on a assisté autrefois, la démocratie, l'environnement, tous ces paradigmes liés à des thématiques, etc. Beaucoup de pays ont embrassé naturellement cette notion d'émergence. Il y en a ceux qui parlaient de 2025, 2000. À un moment donné, avant que le gouvernement Mobutu ne s'en va, etc., on ne parlait plus d'émergence. Donc, la notion d'émergence, pour aujourd'hui, en tant que panafricaniste, c'est un gros mensonge et qu'il faut arrêter, parce que ce sont des conneries. Il s'agit de questions d'organiser notre pays, etc. Et une fois organisé, on va produire des richesses. Est-ce que Félix le fait hein? Alors maintenant, je voudrais dérouler en 1 minute la vision de Félix Tshisekedi. Il vous reste 3 minutes. Évoluez. Merci. Steve, il faut comprendre que nous avons fait 38 ans. C'est pas pour blaguer. Nous avons fait le diagnostic de notre pays. Ah bon? Nous avons compris qu'il y a 3 choses importantes. Ça fait l'autopsie. Bien entendu. Il ne faut pas vous amuser, moi. Je fais des débats. Évoluez. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Et donc, il y a 3 notions importantes. La notion dans des phases différentes. Notion d'éducation, notion de technologie et notion de gouvernance. Un pays qui voudrait avancer doit mettre en place un système éducatif. Pas une éducation de perroquin, des répétitions, des récitations. Comme je suis en train d'entendre les concepts macroéconomiques qu'on en a chanté, etc., et qui n'ont pas donné de résultats. Une éducation qui permet d'avoir des hommes et des femmes qui sont capables de produire. C'est très important. On n'a pas besoin de trop de politiques, on a besoin de techniciens. Il y a trop de politiques et de techniques. Et nous avons intérêt aujourd'hui de travailler pour que nous ayons un système éducatif qui nous permette de produire des richesses. Deuxième chose, nous sommes tombés simplement parce que nous n'avons pas de sciences. Des sciences qui relèvent de la technologie, qui relèvent véritablement de l'industrialisation. Et nous avons besoin que nos chercheurs, nos universités deviennent des laboratoires qui nous donnent des technologies, qui nous permettent de transformer ce que nous avons comme potentialité. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé Kabassou Babou. Regardez le noix de palme. J'étais en Kuala Lumpur. J'ai vu la performance de la Malaisie. Essentiellement à la base, vous savez, le noix de palme, importé, n'est-ce pas, des Yangambi. Et qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils transforment le noix pour avoir de l'huile, encore la diversité de l'huile. Il y a le noix de palmiste, la diversité d'huile. Les écorces, ils fabriquent même des portes, etc. Et donc, on a besoin naturellement que lorsque nous avons véritablement des agronomes de ces genres, qu'il y ait une dimension technologique qui s'ajoute dans leur formation pour permettre non seulement de savoir cultiver, mais aussi savoir transformer. Mais 1 année et demie déjà passée, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Parce que nous voulons le développement. Je suis en train de dérouler la vision. Et c'est comme ça que nous avons. Je vous ai parlé de l'éducation. Mais cette vision doit commencer. Cette éducation se concrétise. Il y a tout un processus. On vous dit qu'il faut donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école. Il y a une gratuité. On est parti là, il faut avoir autant de personnes qui soient capables de bien appréhender les enjeux. Et troisième chose, c'est la gouvernance. La gouvernance. Comment gérer, comment construire la traçabilité, comment construire la transparence, comment construire la redevabilité. Ça, on en a besoin. Beaucoup de gens, vous vous rappelez la sœur Jimka, le Zola, 15 milliards qui se volatilisent. Le président de la République dit, on n'est pas dans une approche sectariste ponctuelle, court-termiste. On est dans une approche systémique. L'approche systémique, elle voudrait, lorsqu'on cherche une solution, il faut voir les différentes facettes. Il faut voir la cohérence mathématique avec les différents faits qui interviennent, qui sont en interaction avec le problème. Et il dit, parce qu'on peut déjà, et Kabaf l'a dit, déjà on peut s'organiser pour réduire naturellement la force de l'économie extravertie. Mais ne serait-ce que récupérons
ce que nous produisons. Parce qu'il y a coulage, parce qu'il y a hémorragie financière. Et il vous dit, mettons en place une agence nationale, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Il vous dit, il faut mettre en place une cellule de changement de mentalité qui est opérationnelle. Il dit, il faut requinquer les cours et tribunaux, il faut requinquer l'agence nationale des renseignements, il faut requinquer, n'est-ce pas, la cour des comptes, l'inspection générale des finances. Toutes ces structures de dissuasion doivent travailler pour que chacun joue sa partition. Des structures budgétivores, c'est l'autre. Les autres, ça consomme encore l'argent de l'État. Non, ce sont des structures qui existent et des structures dont on voudrait qu'elles soient performantes, parce qu'avec leur performance, on peut drainer de moyens à l'intérieur de la République. Je voudrais terminer par ce que disait tout à l'heure Kabas autour de la théorie de Rostov. C'est vrai que c'est une théorie qui a fait fureur et qui a trouvé des échos à travers le monde, etc. Aujourd'hui, lorsque vous lisez Pascal Boniface, qui lui-même était très adepte de Rostov, vous lisez Edgar Morin, vous lisez Bertrand Badi, qui est un politologue, anthropologue, sociologue, etc. On vous dit que cette théorie est déjà démodée. Chaque peuple doit s'organiser. Chaque peuple a ses valeurs. Chaque peuple est capable, au travers son patrimoine, de générer des stratégies qui lui permettent de consolider et de construire un horizon politique. Alors vous avez quelle théorie? Non, nous ne sommes pas dans la théorie, parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons fait l'identification de ce que représentent nos potentialités. Nous sommes en contact avec les bailleurs potentiels pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous puissions construire des synergies gagnantes. Je m'excuse beaucoup. Merci. Parce qu'on a parlé de l'électricité. Une seconde. De l'électricité. À moins que quand on est à l'opposition, on ne veut pas entendre parler des choses. Moi, je venais dernièrement recruté par la BAD, la Banque africaine de développement, etc., pour travailler dans la perspective de voir comment on peut monter des projets générateurs, dans les différentes provinces, 26 provinces. On a monté véritablement de grands projets qui doivent travailler dans cette perspective. On a même identifié des endroits qui peuvent produire de l'énergie pour que cela puisse être rendu opérationnel. Et la BAD a même accepté de pouvoir financer INGA 3. Je voudrais terminer en disant que il faut éviter cette erreur scientifique qui consiste à dire que le gouvernement Inokamba, on est parti, je ne sais pas, de tel montant à tel montant. Ah non, ça ce n'est pas le budget de la République. Le gouvernement... Non, c'est très important. Je ne peux plus parler. Excusez, donnez-moi une minute. 5 secondes. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ceux qui connaissent la décentralisation le savent, qu'on ne peut pas parler d'un budget, d'un gouvernement national comme le budget de la République. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, dans la configuration institutionnelle de la République, il y a 3 niveaux d'atterrissage. Il y a le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Chaque niveau a un budget autonome. Et donc, chaque budget se construit en fonction des compétences qui lui sont reconnues. Le gouvernement central a 36 compétences, avec des compétences concurrentes, qui sont au nombre de 25 avec les provinces. Et chaque province a son budget. Merci. Merci. Vous allez me prendre. Voilà. Chaque province a son budget et il faut faire la somme de tous les budgets des provinces, plus le budget du gouvernement. Merci. Pour avoir le gouvernement. Merci, merci monsieur Yambaya. J'ai été quand même large. Je vous ai laissé le temps pour que vous puissiez expliquer. Parce que vous m'avez dit que c'est monsieur Steph Kivota, quand même. Il faut être réaliste, il ne faut pas être aveugle pour ne pas comprendre que le gouvernement est en train de travailler. Kabila a laissé un héritage à ce gouvernement, le code minier. Aujourd'hui, vous voyez quand même les entreprises de l'État en train de produire. Vous voyez, est-ce que ça, ce n'est pas un atout déjà qui montre qu'avec ce gouvernement, on peut quand même espérer? En fait, moi, je suis complètement perdu quand je suis... M. Kabasou-Babo et M. Yamba, et je comprends pourquoi ce régime ne produit rien de bon. Rien de bon. Je comprends. Parce qu'il y a une confusion tellement... Vous faites l'effort de ne pas comprendre, de ne pas voir. Vous dites que si ce sont ces gens qui conseillent M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, eh bien, bienvenue les dégâts.
Parce que vous sentez qu'il y a de la confusion. Confusion totale. Et des fois, M. Yamba, des fois, il prend ses idées pour celles de M. Félix Tshisekedi. Et je sens qu'il s'amuse effectivement à lui proposer des choses de manière indirecte. Parce que vous le sentez défendre une vision de M. Félix Tshisekedi, tandis que M. Kababou Soubabo dit le programme de M. Félix Tshisekedi, c'est bon pour la poubelle, parce que c'était pour la campagne. Et que normalement, maintenant, il devait y avoir une autre vision, un autre programme. Un programme mixé avec les autres contenus de réalité. Mais qui n'existe pas. Ils n'ont jamais mis ensemble parce qu'effectivement, c'est une vacuité. Et même dernièrement, M. Félix Tshisekedi a créé toute une agence pour suivre ses engagements tels qu'exécutés dans le gouvernement. Pendant qu'il y a tout un cabinet. Et il a créé plusieurs agences. Je pense actuellement, il en a 8. Des structures... Pas budgétivores, mais pour aider quand même... Non, c'est budgétivore parce que ça fait du dédoublement fonctionnel. Là où il a déjà des structures qui existent, il en crée d'autres. Et pour montrer qu'ils n'ont pas de vision, effectivement, ils s'amusent avec des finances publiques de l'État. Le dernier conseil de ministres, ils ont voulu créer un secrétariat pour l'ancien président de la République, M. Kabila. Donc, pour eux, ils estiment que pendant cette crise, on a suffisamment de fonds pour s'amuser, pour donner à un ancien chef de l'État qui a déjà suffisamment d'avantages. Mais c'est quelqu'un qui mérite quand même les honneurs à la nation. Kabila fait beaucoup. Laissez-moi parler, je pense que vous leur avez donné suffisamment de temps. Il y a tellement de confusion, et j'ai même entendu, je pense que je ne sais pas si c'était pour rire, quand M. Abayamba, il dit « on a voulu construire la transparence ». Ça fait plus d'une année, effectivement, qu'il nous a amené un programme, soi-disant, de 100 jours. Et ce n'est qu'une année après que M. Félix Tshisekedi a pu constater que son directeur de cabinet, entre guillemets, aurait détourné de l'argent. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui a constaté, c'est le ministre de la Justice qui a fait une injonction au niveau du parquet pour faire des enquêtes. Mais c'est tout à fait, voilà. Effectivement. C'est comme ça. Représentez-vous que jusqu'aujourd'hui, ces directeurs de cabinet n'est ni révoqué, ni suspendu. Et à un certain moment, même M. Félix Tshisekedi nous a dit il a confiance, pleine confiance en son directeur de cabinet. Et quand il visitait le saut de mouton, il a dit il a donné son entière satisfaction. Donc ça me démontre que M. Félix Tshisekedi, dans le programme de 100 jours, est un échec cuisant, total, n'a pas été capable pendant plus d'une année de constater que son programme était complètement en train de tomber dans l'eau. C'est un mauvais départ. Il n'a pas l'essence de la transparence, il n'a pas une vision claire. Et d'ailleurs aujourd'hui, je pense hier, il a démontré encore une fois de plus, lui-même il part constater que la prise en charge des malades de Covid-19, c'est du n'importe quoi. Il a tout un cabinet, il a un ministre de la Santé, il a tout un gouvernement. Lui-même il constate que toutes les mesures prises ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. C'est ça effectivement le sens de la gestion de M. Félix Tshisekedi. Moi, je m'aurais parlé effectivement concret, je ne veux pas nager dans le niage. Le peuple congolais ne veut pas effectivement qu'on lui lance de perspectives qui ne seront pas respectées. Effectivement, c'est un gouvernement de la province, c'est une gestion de la province. Et monsieur Yamba a voulu effectivement tremper dans les finances publiques, il s'est cassé les dents. Quand il parle du budget de gouvernement, non, il s'agit du budget de l'État. Et le budget de l'État n'a rien à voir avec le budget du pouvoir central. Le budget du pouvoir central existe et contient l'essentiel de finances publiques. Le budget de l'État, d'ailleurs, effectivement, lui-même, il les reconnaît, c'est leur faute. Ça doit aussi être présenté au niveau du Parlement. C'est ce que dit la loi relative aux finances publiques. Le budget de l'État contient et le budget du pouvoir central et les budgets provinciaux. Les budgets provinciaux qui eux-mêmes contiennent et les budgets de la province ainsi que les budgets des entités territoriales décentralisées. Ils ne le font même pas. Donc, aujourd'hui, vouloir dire que le budget de l'État pourrait avoir un peu plus de milliards que le budget du pouvoir central, c'est effectivement c'est moquer du peuple. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'ils ont présenté comme 11 milliards de dollars, c'était le budget du pouvoir central qu'ils n'ont pas pu réaliser. C'était une promesse, encore une fois de plus, vaine. Et le FMI leur a dit que vous n'allez pas tenir cette promesse. C'est 2 mois après avoir élaboré ces budgets qu'ils ont dit les réduire de moitié. Et peut-être qu'ils vont encore les réduire de 1 milliard ou de 2 milliards pour qu'on ait un budget
annuel de 3 milliards. Il dit, Adolphe Mouzito a laissé 3,5 milliards de dollars en ressources propres, mais jusqu'à aujourd'hui, on a évolué de combien? Parce que le budget de 3 milliards 5 en ressources propres, c'est le budget de 2012. Aujourd'hui, c'est 8 ans après. Le budget de en ressources propres en 2019 était de 4,7 milliards de dollars. Seulement 1,2 milliard de dollars de plus. 7 ans après. Et aujourd'hui, ils sont à 5,5 milliards de dollars. Rien que 2 milliards de plus. Est-ce qu'ils sauront le réaliser? On ne sait pas. 8 ans après. Parlons chiffres, parlons sérieux. Ne naviguons pas dans les auteurs qui ne sont pas congolais. Ne naviguons pas dans les considérations philosophiques. Encore dans les sensationnels. Dans le sensationnel, les Congolais veulent du concret. Aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon clair. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour le peuple. Le peuple souffre. Donc c'est un gouvernement aveugle. C'est un gouvernement de promesses. Merci. Un gouvernement sans vision. Merci. Et un régime, effectivement. Monsieur Hubert Kabasoubabo, je rappelle ici, vous êtes chercheur en gouvernologie, vous êtes libre et penseur. Le pays a besoin de vous. Alors, parce que nous voyons aujourd'hui, vous les penseurs, vous êtes au service de l'autre et au service de ceux qui gouvernent, mais les peuples ne se retrouvent pas en vous. Est-ce qu'il est nécessaire? C'était important à ce moment qu'on donne 4 milliards pour réflexionner, soit réhabiliter 4 millions, Sénat, du moment que le pays a besoin de l'argent pour des projets plus importants. Est-ce que notre gouvernement a les réalités en face avec lui? Est-ce que notre gouvernement sait quoi faire pour aider cette population à trouver quand même du sort? Non, moi je pense que, vous savez, notre ami Steve fait preuve d'une intellectualité militante qui crée en lui quelques distorsions cognitives. Okay. Et il vient avec des incantations du genre, vous faites la confusion de ceci, vous faites la confusion de ça, mais il n'est pas en mesure de démontrer de manière rigoureuse où est-ce qu'on a fait la confusion. Il donne des chiffres quand même. Quel chiffre? Il est concret. Quel chiffre il a donné? Voilà. Les chiffres de 3,5 milliards en termes de budget, en termes de ressources propres. Tout le monde a démontré que depuis 2001, on n'a jamais exécuté un budget dans sa totalité. Ce n'est que le budget... C'est la réalisation. Hein. Vous n'avez pas les chiffres, moi j'en ai. C'est 3,5 milliards de dollars réalisés. C'était 4 milliards en prévision, 3,5 milliards de dollars en ressources propres réalisées. Même alors, on a toujours eu du mal. Le budget en ressources propres a toujours été réalisé. On vous a écouté. Calmez-vous. Je voulais vous donner un peu d'informations. Il est protégé par moi. Vous allez parler. Monsieur Berkabasabo, vous avez la parole. Qui est d'une infécondité logique tout à fait notoire. Pourquoi? Parce que même si vous aviez réalisé ce budget de 3,1 milliards, vous avez dit ici, ça fait 7 ans. Vous savez dans votre tête que entre 2014 et je crois c'est entre 2014 et 2015, il y a eu une crise financière, il y a eu déstabilisation des prix des matières précieuses à l'extérieur, et il y a même raison pour dire bon ouais, nous exportons les matières précieuses. Et donc, quand il y a déstabilisation des prix des matières précieuses qui génèrent le gros des revenus, et c'est tout à fait normal qu'on ait des difficultés. Donc, il faut prendre ça en considération. Quand vous voulez plonger dans une sorte d'auto-élogie, il faut être... C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir la finesse d'avoir l'essence de nuance. Ça, c'était un. Mais j'ai un problème avec mon frère Yamba Yamba. Bon, évidemment, vous pouvez dire que c'est de la philosophie, mais je vous informe que c'est la philosophie qui est la force fondamentale des transformations de société. La philosophie, c'est quoi? C'est la logique. La philosophie a 4 piliers. La logique, l'éthique, l'esthétique, l'épistémologie. C'est ça qui a transformé le monde. Alors, si vous ne comprenez pas l'importance, il faut vous ressourcer. Non, je sais pas que j'en comprends. Non, mais calmez-vous. Je parle du Non, je dis le peuple a besoin du concret. Mais est-ce que vous pouvez me protéger? Il a parlé, on l'a écouté. Il a dit que nous avions la confusion, etc. Laissez-le voler. Bon, maintenant, je pense qu'il y a une petite mise au point à faire avec M. Yamba Yamba. J'apprécie, c'est pourquoi je tenais à venir à l'émission avec mon cher ami Yamba Yamba, le panafricanisme. Je comprends sa passion de vouloir rentrer, dans l'ontologie ou dans la cosmogonie africaine pour y trouver des ressources qui puissent permettre de contextualiser la science. Mais la réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire que la théorie processuelle, que Mauve appelle étapiste ou séquentialiste de Rousseau, est dépassée, que non. La théorie a été critiquée, par exemple, on l'a accusé d'être téléologique, ça veut dire qu'il est déterministe, pour dire que non, on devait sortir de la société traditionnelle, la mobilisation de conditions de décollage, la société de consommation, et puis on l'a accusé d'être un modèle qui est, occidentalo-centriste. Mais ces critiques-là ont amené
notamment Alexander Gershon-Kron, qui parle de l'avantage des retardataires, de voir que dans les pays comme le tigre asiatique, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, ont inventé ce qu'on appelle le modèle de l'État développementaliste. Donc les concepts ont toujours son importance. Okay. Aujourd'hui, on parle de l'État développementaliste. C'est pas, ça a été critiqué, mais c'est pas archaïque. Okay. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu une grande conférence à MIT, à Boston, justement sur la discussion sur le modèle développementaliste. Les Sud-Africains ici se disent qu'ils ont un État développementaliste ou développemental. Les Rwandais ils disent que c'est un État développemental. Et d'ailleurs, nous aussi, on devait parler de l'État développemental. L'État développemental, sont les élites qui trouvent un minimum de consensus sur les projets structurants, les projets propulseurs, et ils ont la passion intense pour développer. D'ailleurs, la problématique que pose Yamba Yamba, de la contextualisation ou sur l'authenticité de notre science pour aller dans nos sources, c'est une problématique qui a déjà été posée dans le temps. Vous prenez par exemple James Horton Africanus, le premier docteur médecin noir de l'Afrique de l'Est. Il a posé les mêmes problèmes pour dire l'homme blanc n'est pas plus intelligent que nous. Tout ce que nous devons faire, c'est maîtriser la logique, maîtriser l'économie, maîtriser les finances, maîtriser les sciences, maîtriser les technologies, et nous pouvons les faire au Congo. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Le développement, c'est quoi? Le développement, il faut le prendre au sens anthropologique. Pour dire, le développement n'est rien d'autre que l'éclosion de l'être. Lorsque l'homme fait jaillir le meilleur de lui-même, l'homme créatif, l'homme avec son inventivité, pour se transformer lui-même d'abord, et puis transformer la société. Parce que vous ne pouvez pas transformer la société, vous ne pouvez pas créer de grandes entreprises, si dans votre caboche, dans vos neurones, vous n'êtes pas transformé. Donc, nous devons déployer, faire jaillir une intelligence et notre force spirituelle pour nous développer d'abord nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas développer les pays qui ne sont pas développés. Okay, maintenant, je reviens sur, parce qu'il faut parler de solutions. 30 secondes. Oui, moi je rentre sur la nécessité aujourd'hui, d'être proactif. Okay. C'est là où moi je peux rencontrer, vous voyez, moi je suis symétrique. Donc je suis symétrique, équilibré. Je rencontre sa préoccupation, je la partage, pour dire il faut être proactif. Parce que tous les États, les Français, les Kenyans, les Sud-Africains sont en train de penser tous les modèles. Parce qu'en fait, la pandémie de coronavirus, dans une perspective post-moderniste, vient remettre en question nos certitudes, nos modèles de production, d'organisation étatique, même de vie sociale. Okay. Pour réfléchir, pour dire comment est-ce que nous remodelons notre économie. C'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que, au lieu de parler maintenant là de la transformation, parce que si nous faisons de la transformation maintenant, ça n'a pas de sens. Parce que les Chinois, d'ailleurs, on dit qu'ils ont beaucoup stocké de notre cobalt et de notre cuivre, à telle enseigne que même si nous faisons la transformation maintenant, nous continuons à dépendre, et la demande extérieure pour le... Voilà. Attendez, la demande extérieure pour le cobalt, les cuivres, va aller graduellement. Merci. Donc, il faut rentrer sur l'économie intérieure. Merci. Avec la bénéficiation et la densification. Merci, M. Hubert Kabassogo. Il nous reste 3 minutes. M. Norbert Yamba Yamba, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que les dollars, c'est déjà à 18. La situation sociale est aux enfers. La population ne faut pas exagérer aux enfers. Je suis en train de poser des questions. Et dans l'enfer, là... Il faut pas exagérer. Donc, la population se pose. La métaphore incongrue, monsieur Hubert. Une métaphore incongrue. Monsieur Hubert Kabassogo, la situation est vraiment par terre. Et la population se pose. L'année 2020, c'est l'année de l'action. Mais de quelle action vous allez parler? Parce que la population ne se retrouve pas. Le Congo n'a pas de chance. Non, mais je suis très optimiste. Hein. Je suis un afro-optimiste, en fait. C'est très clair. Lorsqu'on fonctionne dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, où le populiste donne l'impression d'apporter quelque chose à la société, et pourtant il n'apporte rien, et là c'est un danger public, profitant de la résignation et de la naïveté d'un peuple. Quand j'écoute... mon co-débatteur Steve Kimwata, vous posez des questions claires. Vous avez que 40 secondes, Chiquet. Non, je ne peux pas avoir 40 secondes. On est vraiment là. Vous posez des questions. On est à la fin. Vous faites, voilà. Vous posez une question, il va vers le bilan. Okay. Donc il n'a pas la matrice, donc il n'a pas les indicateurs de référence, et il survole comme ça, croyant qu'il s'amuse dans un sens de droit. Non, attention. Okay. L'évaluation ne se fait pas de manière hasardeuse. Okay. Sinon, ça risque de friser l'adolescence retardée. Deuxième chose, il dit, Yamba commet une erreur fondamentalement scientifique en parlant du budget de l'État, etc. Je voudrais vous informer, comme consultant international sur des questions de décentralisation, qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a un arrangement institutionnel qui donne 3 compartiments
le compartiment national, le compartiment provincial et local. À chaque niveau, il y a un budget distinct du gouvernement central. C'est très important. Il y a deux pouvoirs. Et donc, le budget de la province de Kinshasa, ce n'est pas le budget du gouvernement central d'Ilo-Kamba. C'est très important. Le gouvernement central d'Ilo-Kamba, je m'excuse beaucoup, a 36 compétences. Le gouvernement provincial a 29 compétences. Donc, si l'on fait la sommation de toutes les provinces, parce que ces provinces-là répondent aussi aux préoccupations de la population. Et donc, on va trouver quel est le vrai budget de la République. Je voudrais également... 5 secondes. On est vraiment à la fin, on me fait déjà signe, on est à la fin. Oui, on est à la fin. Je voudrais dire à Steve que, bon, il est auréolé d'un prestige d'avoir remonté le budget jusqu'à 3,5 milliards. Steve, il y a une notion en économie, hein, la notion de croissance économique et la notion de la croissance sociale. Il faut construire une cohérence mathématique entre la croissance économique et la croissance sociale. Il me semble que celle, le Panou, a connu une croissance sociale et par la population congolaise. Merci monsieur Yambamba. Vraiment, il nous reste 1 minute. Je donne le mot de la... On me fait déjà signer, on est à la fin. On me fait signer. Merci beaucoup. On est à la fin. Nous ayons un débat. Nous allons pas vous inviter. Je donne 1 minute 30 secondes, le mot de la fin. Vous nous donnez encore la parole. 30 secondes, le mot de la fin. Vous avez le mot de la fin. Mais je sais que votre mot de la fin, on me fait signer, je donne à la fin. 10 secondes. N'a pas les deux pieds sur terre. Il y a la loi relative aux finances publiques qui parle de tous les concepts, budget de l'État, budget provinciaux. Vous êtes dans les concepts, moi je suis dans le... Non, vous êtes dans les concepts. Moi je parle pas des concepts. Est-ce qu'il peut terminer l'émission, s'il vous plaît? Merci. Je pense qu'il est dans quelques confusions. Et deuxièmement, il ne maîtrise pas les chiffres. Quand il parle de la croissance sociale, je lui dirais que les professeurs d'université ont connu leur croissance sociale parce qu'ils sont partis d'un salaire de $300 à $2000 qui n'a jamais été augmenté par un autre Premier ministre. Vous êtes en face d'un économiste pays. Merci. Qui parlera il y a le salaire nominal et le salaire réel. Est-ce qu'il peut terminer? Quand il parlait. Non, parce que quand tu parles de confusion, pour un consultant grillé comme ça... Est-ce qu'il peut terminer? On est vraiment là. Voilà, merci. Qu'on a pu augmenter suffisamment le fonds qu'on donnait aux provinces en termes de rétrocession, c'est sous Mouzito qu'on a augmenté les salaires de médecins, de magistrats, qu'on a augmenté les salaires de fonctionnaires et des enseignants. Je parle de concret, de chiffres vérifiables et non pas du vent. Merci. Monsieur Berk Kabasbabo, 10 secondes, mot de la fin. Non, je pense que il faut être optimiste. Nous sommes capables de déployer. Vous savez, il peut y avoir des contractions, mais c'est une phase. Et donc, mais le président de la République, le gouvernement doivent être proactifs pour justement penser à un programme ou à une stratégie de réponse aux effets de la récession qui est inhérente à cette pandémie. Donc c'est faisable, il n'y a pas condamnation du tout, nous pouvons rebondir, c'est faisable. Nous pouvons d'ailleurs profiter de cette situation pour nous relancer, même prendre beaucoup de marchés, beaucoup de systèmes de production, une bonne quantité de transformation de cobalt, et le faire localement. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui, on a vraiment dépassé les minutes. On a dépassé les minutes, je vous avais déjà donné le mot de la fin, on a dépassé les minutes. Sur ce plateau, je suis avec Monsieur Norbert Yambamba, cadre de l'UDPS, un panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, Steph Kivata, cadre de la Mouka de Nouvel Élan. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Hubert Kabasbabo, chercheur en gouvernologie et puis libre penseur. Merci d'avoir répondu à notre gouvernement. Les sujets tellement vastes, le développement, on ne peut pas terminer ça dans une émission. Nous allons pas vous inviter. Merci. Restez fidèles à ce programme. Un grand merci à notre directeur des programmes, Bébé Bercy, Cordon Chitumbaï et les autres. Merci. Au revoir. Capitaliste, parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais